forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Alors ce soir, retour sur plusieurs sujets ayant trait aux enjeux en Méditerranée. Frontières, crise des réfugiés, mouvements politiques dits populistes, décryptage avec mes invités du soir. Caroline Ettori, journaliste, magazine Parole de Corse. Bonsoir Caroline. Bonsoir Philippe. Sandra Alphonsi, journaliste, le magazine Aria. Bonsoir Sandra. Bonsoir Philippe. Et Sébastien Pisane, journaliste, quotidien Corse Matin. Bonsoir mon cher Philippe. Sébastien. Après la chute du mur de Berlin en 1989, le monde a pensé que les frontières allaient disparaître. Et pourtant, on construit de plus en plus de murs, de barrières et de clôtures. Ce sera bientôt le cas, vous le savez, à la frontière des États-Unis et du Mexique. Alors, assistons-nous au retour des frontières géographiques, pour reprendre une problématique posée par l'intellectuel Michel Fournier-Sébastien. Pour en revenir à 1989 et au mur de Berlin, je crois que les démocraties occidentales se sont vues belles à ce moment-là. Ça y est, le monde allait changer, on allait basculer dans un monde plat, plus de frontières. En revanche, si on y regarde un petit peu plus près, on a continué à construire des murs. Alors là, effectivement, il y a une espèce d'effet un petit peu grossissant, un effet loupe, parce qu'on se met à construire à nouveau des murs en Europe. Alors ça, forcément, ça a énormément de signification pour nous. Il y a le fameux mur de Trump entre le Mexique et les États-Unis. Celui qui a eu le plus grand écho. Il y a une espèce d'actualité là autour du mur, de la fortification des frontières. Mais on a continué à partir de 89 à construire des murs. Juste un petit chiffre, là je m'y penchais, je voyais qu'il y avait actuellement 65 murs existants ou programmés, ce qui correspond à quelques 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres, c'est la circonférence de la Terre. Donc vous voyez quand même que ces murs, ils sont bel et bien présent. Alors pour compléter votre chiffre, Sébastien, un autre chiffre, il est important, les murs et autres clôtures représentent 6% des frontières mondiales. On a le sentiment que c'est faible, mais en fait, en écho à ce que vous venez de dire, ça représente quelque chose d'assez important, 6%, hein, 6%, Caro. Oui, et alors, les frontières, ces 6%-là, elles sont physiques, mais il y a une dimension également psychologique à la frontière qui renvoie en fait à l'identité collective, l'identité qui touche forcément à la culture, à l'histoire, au patrimoine et forcément à la politique, d'où l'enjeu géopolitique de ces frontières-là qui sont bien plus que physiques en fait. Alors sur cette question des frontières, elle est essentielle. C'est un véritable enjeu de géopolitique au XXIe siècle, c'est pour cela aussi que ça nous intéresse. Pourquoi, selon vous, Sandra, il y a une sorte de réaffirmation des frontières dans un monde de plus en plus globalisé, hein, tout de même. Hein. C'est peut-être aussi par un effet de réaction justement à cette globalisation. Et on pourrait faire de ces frontières en quelque sorte le fil rouge métaphorique de tous les autres thèmes de l'émission. C'est en adéquation avec la montée des populismes qui ont pour faire de cheval de bataille le souverainisme, donc le retour effectivement à des États qui dominent leur avenir et par voie de conséquence leurs frontières. Cette globalisation, elle induit peut-être un sentiment de déclassement ou de laisser pour compte dans une partie de plus en plus croissante de la population, tout État confondu. On peut le constater en France, on peut le constater en Europe de l'Est, on l'a constaté aux États-Unis. Et donc, quelque part, elle symbolise une réaffirmation de soi, c'est ce que disait Caroline, et aussi une protection. On est dans le sens littéral de la frontière et du mur qui est censé protéger symboliquement. Oui, enfin, si vous me permettez, alors là c'est une position très personnelle, malgré tout ces frontières et ces murs ne servent à rien. Mais absolument à rien. Il suffit d'ailleurs de se pencher un petit peu sur les faits. Prenez ce fameux mur entre le Mexique et les États-Unis. Alors certes, il n'y a pas de mur à l'heure actuelle, mais enfin il y a des barbelés. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas qu'un peu. Hein, donc ça fait longtemps que cette frontière est largement surveillée. Or, vous avez été recensé quelques 150 tunnels entre le Mexique et les États-Unis. Il y a une logique de transgression qui se met nécessairement en marche. Qu'est-ce que vous alimentez finalement ? Vous alimentez ces réseaux criminels qui prennent de l'argent aux gens pour les faire passer. Parce que les gens continue à passer. Ensuite, mondialisation, disiez-vous, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est qu'on est dans un monde qui de toute façon est de plus en plus globalisé, qu'on le veuille ou non, par rapport à certaines problématiques. Il y en a une dont on a parlé en fin de semaine, avec le grand fait d'armes minable d'un certain Donald Trump, qui est au niveau des accords de Paris. Eh bien, on voit bien que face à un enjeu comme le réchauffement climatique, les frontières vont énormément nous servir, évidemment. Non, il vaut mieux peut-être avoir une perspective globale.
Revivre avec les frontières, c'est un titre que nous avons emprunté au journal Libération. Alors, il y a cette question du réchauffement climatique. Cela participe de cette conversation que nous avons autour des frontières, évidemment. Mais de fait, se pose une question essentielle, fondamentale. Est-ce finalement pas l'idée d'une sorte de repli sur soi, voire même de repli identitaire, Caroline ? Pas uniquement. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en France, on ne peut pas avoir un débat dépassionné sur les frontières parce que, au mieux, on nous taxe de protectionnistes et au pire, on est raciste. Voilà. Pourquoi ? Parce que la France fait partie du couple franco-allemand de la construction européenne. Or, les frontières, c'est pas forcément... évidemment qu'il y a une dimension de repli sur soi, mais par là même pour les nationalismes ou l'identité, mais pas seulement. Pas seulement, ça peut vraiment être en réaction, comme Sandra le disait, à la globalisation, à l'échec du monde globalisé. Oui. Parce que si on n'est pas touriste professionnel ou multinational, on s'en sort plutôt moyennement dans ce monde globalisé. On est d'accord, mais c'est le repli en mode forteresse, moi, qui me gêne un petit peu, notamment quand on le voit comme en Hongrie avec Orban. Là, on est quand même dans une autre logique. Et là, il y a quand même une forme de repli assez avéré. Il ne faut pas oublier l'aspect communication politique à destination d'un public, entre guillemets, interne. Parce que la terminologie est forte. Le mot de frontière, le mot de mur, n'en parlons pas. Mais quand on a été élu sur des présupposés qui sont le retour à la souveraineté, etc., quand on agite ce type de symbole, c'est très fort dans l'opinion. C'est pour ça probablement aussi que c'est manié un peu à tort et à travers, même si on sait que dans la pratique, ça n'a pas d'efficacité réelle. La communication politique, je le dis aux téléspectateurs, nous vous proposerons un débat autour de ce sujet dont nous avons beaucoup traité ici pendant le 20h. Demain, évidemment, ça se passera à 20h05 à peu près. Alors, évidemment, on évoque les frontières, revivre avec des frontières. Et cet échange nous emmène vers la seconde séquence du soir, la crise des réfugiés en Méditerranée. C'est également un sujet que nous avons beaucoup traité dans cette émission. Plusieurs débats qui ont fait fortement réagir sur les réseaux sociaux notamment. Et je voudrais vous donner quelques chiffres que nous avons essayé de remettre à jour, même si malheureusement, vous avez raison Sébastien, c'est très compliqué parce qu'au quotidien, des drames se jouent, notamment en Méditerranée. Ces chiffres, depuis mars 2016, plus de 140 000 candidats à l'asile ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. 91% viennent de Syrie, d'Afghanistan ou d'Irak, 59% sont des enfants ou des femmes et plus de 5 000 morts en Méditerranée en 2016. Ce chiffre, je le répète, ne cesse d'augmenter presque au jour le jour. C'est ça qui est terrible, qui se joue actuellement en Méditerranée notamment. Alors moi, je trouve qu'il y a un fait extrêmement marquant et très significatif, c'est tout récent. Lors du sommet du G7 à Taormine, les Italiens notamment et les Européens avaient préparé une résolution, une motion qui devait être présentée en fin de sommet, dans laquelle étaient réaffirmés des principes tels que l'accueil, le partenariat entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays d'accueil, le nécessaire investissement dans ces pays, la lutte contre la xénophobie et le racisme. Bon, des positions très généreuses, mais que s'est-il passé ? Patatras. La position des Américains, donc de l'administration Trump en particulier en l'occurrence, dont c'était le premier G7, a été de dire non, ça ne nous convient pas du tout. Nous, on veut rester sur une position justement plus souverainiste, avec réaffirmation des frontières, de la souveraineté de chaque État sur sa politique en matière de réfugiés. Donc, la motion qui a été présentée à l'issue du sommet a été revue complètement à minima. Au lieu d'un G7, c'était un G6 plus 1. Et on voit la différence entre ce temps politique que les Américains cherchent à ralentir au maximum et la réalité sur le terrain. Parce que, juste pour compléter ces chiffres que vous venez de donner, on l'avait évoqué lors d'une émission pendant la saison, cette fameuse route entre le nord de l'Afrique à partir de la Libye. Et bien évidemment, là, au printemps, elle s'est rouverte. On a tous en tête les images de cette opération où quelques 5000 personnes ont été secourues durant 2 jours. Je crois que c'est une trentaine d'embarcations au large de la Libye. Enfin, je veux dire, là, il y a une urgence hallucinante.
on l'avait déjà dit lors de cette émission, désormais dans ces centres d'enregistrement où les réfugiés, j'insiste bien sur le terme de réfugiés, vous l'avez dit, sont des gens qui viennent de pays en guerre. Ne jamais oublier ça. Je vais le dire clairement aux téléspectateurs, nous avons pris le parti d'évoquer des réfugiés et non pas des migrants. C'est essentiel. Je vous rappellerai qu'il y a quand même un candidat à la primaire de la droite qui nous faisait une espèce de gentille mayonnaise au milieu de tout ça, nous mettant les migrants économiques au milieu. Vous avez dit d'où viennent ces personnes. Syrie, Irak, Afghanistan, des pays en guerre. Or aujourd'hui, l'Europe est toujours dans la peine pour s'organiser déjà au niveau de ses propres dispositifs. La politique des quotas n'a pas fonctionné. Les systèmes de relocalisation, malheureusement, ont capoté. On a eu ce superbe exemple à Barcelone de 160 000 personnes qui se sont mobilisées. On l'avait aussi évoqué lors d'une émission pour dire nous, on est prêt à accueillir des migrants. Mais les États aujourd'hui, on tape beaucoup sur l'Europe, les États aujourd'hui restent quand même pour beaucoup dans une posture égoïste vis-à-vis de ce sujet. Alors Sandra a évoqué les États-Unis. Sandra, vous avez parlé de souverainisme. Je vais changer le terme, si vous me permettez. Je vais plutôt parler d'isolationnisme concernant l'Amérique de Trump sur ces questions-là. Mais il y a l'Europe, Sébastien, vous l'avez dit. Caroline, est-ce que finalement l'Europe doit faire preuve de plus de non pas pragmatisme, mais volontarisme politique? Est-ce qu'on peut imaginer que ce nouveau couple franco-allemand aujourd'hui, Merkel, Macron, va être plus en amont, plus dynamique sur ces questions essentielles de réfugiés? Oui, alors jusqu'à présent, l'Europe a cruellement manqué d'anticipation. Et de leadership. Et de leadership. Alors il y en a une qui s'est essayée, c'est Angela Merkel. Voilà, qui se retrouve dans une situation assez difficile, à quelques mois de sa réélection, 4e mandat en septembre. C'est pas franchement gagné, justement à cause de cette question-là des réfugiés. L'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés en 2 ans. Donc on voit même que pour un pays qui a été très volontariste sur le coup et qui a peut-être un peu confondu ses intérêts nationaux avec l'intérêt européen et de l'Union européenne, ça crée quand même des difficultés. Alors, je vais évoquer une délibération. Nous en avions déjà parlé, mais je vous l'ai dit, vous le savez maintenant. Depuis hier, nous vous proposons des émissions bilan. Nous revenons sur une délibération qui date de 2015, prise par l'Assemblée de Corse. Assemblée de Corse présidée par Dominique Boukine. Cette délibération disait ceci: l'accueil de 200 à 250 réfugiés sur 2 ans. La création de capacités d'hébergement durant la phase d'instruction de leur demande d'asile. Et ensuite l'accès à un logement pérenne et enfin abonder le fonds d'aide régionale d'urgence initialement doté de 20 000 € à hauteur de 100 000 €. 2015, cette délibération, qu'en est-il aujourd'hui, Sandra? Eh bien, pas grand-chose, nous l'avions déjà évoqué lors d'une précédente émission. Le dispositif, enfin cette motion généreuse a effectivement été votée à l'unanimité. Ceci étant, force est de constater qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas pléthore de réfugiés accueillis en Corse. Bon, il faut savoir aussi que le dispositif existant ne s'y prête pas. Je parle du dispositif mis en place par l'État. La Corse ne dispose pas du fameux guichet unique qui permet de faire les demandes d'asile. Il y en a 34 sur le territoire national et la Corse en est dépourvue. Donc c'est la raison invoquée pour que justement la Corse n'accueille pas de réfugiés, en dehors du problème de l'insularité également. Raison invoquée, mais commode prétexte. Commode prétexte. D'abord, il s'agit d'une délibération qui, comme de nombreux autres, eh bien, n'a eu aucun effet, malheureusement, du haut de Paris. On se fiche pas mal de ce dont on délibère à l'Assemblée de Corse. Encore un exemple. Ensuite, oui, certes, nous n'avions pas de guichet unique, mais est-ce qu'on ne pouvait pas, d'un point de vue administratif, peut-être un petit peu s'adapter, après on a entendu parler de coûts de transport entre la Corse et le continent, parce qu'on ne pouvait pas faire toutes les démarches en Corse. Mais c'était des fadaises, parce que évidemment Paris n'avait qu'une seule chose en tête. Nous étions tous devenus, moi je ne sais pas, des gens avec le couteau entre les dents, prêts à sauter sur le premier musulman venu, parce que sur une plage de quelques dizaines de mètres à Sisque, où il y avait eu des incidents. Voilà ce qui a véritablement gêné. Ça n'a jamais été dit très clairement, mais c'était ça qui effectivement a complètement bloqué le système. C'est dit très clairement pendant le 20h par Sébastien Pisani. Et je pense que Caroline Ettori va aller dans votre sens et va donner ses arguments encore plus personnels. Il y a des chances. Non, et je ne me souviens pas aussi, au plus haut de la crise des réfugiés, que les maires, mis à part quelques rares exceptions, se soient vraiment battus et manifestés pour accueillir des migrants. C'est vrai qu'on n'a pas eu de phénomène barcelonais pour parler de cette grande manifestation. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Même si certains élus, notamment nationalistes, ont évoqué sur ces sujets-là une expression conscience corse. C'est l'expression qui a été utilisée. Une conscience corse.
Ben, on va le demander à la caméra, je le demande de l'Assemblée de Corse. Qu'entendez-vous par conscience corse? Vous pouvez l'expliquer sur vos profils Facebook, Twitter, et nous en débattrons ici pendant le 20h. Sujet, je vous promets, on y reviendra de toute façon sur ces questions-là, elles sont essentielles. La question de la crise des réfugiés. Alors, je l'ai dit, nous avons évoqué en première partie les frontières, nous avons évoquer la crise des réfugiés. Et cela nous emmène forcément à de la rhétorique, mais pas seulement. La parole populiste en Europe sur la libération de l'expression populiste. C'est quelque chose que nous avons vu apparaître depuis quelques mois maintenant. Je voudrais vous proposer une citation de Pierre Rosanvallon dans l'Atelier du pouvoir, l'excellente émission de France Culture. Il dit ceci: le populisme est une forme de réponse que l'on peut juger mauvaise au dysfonctionnement de la démocratie. Entendez-vous bien, une forme de réponse? Oui, Sébastien. Moi, je rejoins complètement M. Rosanvallon. J'aime bien ses analyses d'une manière générale. Et surtout, ça nous renvoie à ce que je disais vraiment au tout début d'émission. Il y a beaucoup de péchés. Le péché originel se trouve, à mon avis, beaucoup du côté de 1989 et de ce fameux mur de Berlin qui est tombé. Parce que, encore une fois, les régimes soviétiques disparaissant étaient en voie de disparition. Les démocraties occidentales ont imaginé que voilà, la mondialisation, la circulation, alors surtout des personnes, mais alors c'est surtout des capitaux. Hein, c'est tout ça qui était important à l'époque. Mais enfin bon, que tout ça se mettait joyeusement en place. Mais on n'a pas vu que nos démocraties, effectivement, il fallait continuer à les améliorer. Et il est évident que malheureusement, pour ce qui est du cas français, la droite, la gauche, cette social-démocratie qui s'est elle-même empêtrée, qui n'a pas finalement apporté tant de solutions que ça, a renvoyé vers une parole plus radicale, à droite, mais également à gauche, vers cette parole populiste, bon nombre d'électeurs qui, eux, n'ont pas vu leur quotidien évoluer. Caroline? Alors moi, plus qu'une réponse, je dirais que c'est un moyen vraiment cathartique, quoi, le populisme. C'est parce que c'est l'étranger qui est forcément mauvais, qui va prendre votre boulot. C'est la force supranationale, le pouvoir des élites qui s'acharne sur les plus faibles. Voilà, donc c'est tout ça, le populisme, évidemment. Alors, que l'on s'entende bien, on évoque la rhétorique aussi beaucoup, parce que c'est ça qui est intéressant, même si cette parole est libre, enfin a été libérée il y a depuis quelques mois, en termes électoraux, toutes les élections, notamment sur le pourtour méditerranéen, sont perdues de la part des forces populistes. C'est important de le signaler. Est-ce que, Sandra, c'est aussi un peu comme ce fut le cas pour les frontières, pour cette idée de revivre avec les frontières? Est-ce que c'est une réaction contre la mondialisation? Et lorsque l'on évoque la mondialisation, se cache le terme de libéralisme, finalement, économique. J'y tiens, c'est important de le signaler. De libéralisme économique, et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, qui ne profiterait qu'à quelques-uns, qui ferait énormément de laissés pour compte. Donc le populisme, il prospère aussi sur la crise économique, sur la précarité. Si toutes les sociétés étaient prospères, je pense que ce serait un discours qui rencontrerait quand même beaucoup moins d'écho. Alors vous parlez notamment du sud de l'Europe. Il faudrait aussi que l'Union européenne adapte quelque peu parfois ses politiques, ou tout du moins se mette à avoir aussi une approche un petit peu plus sociale, que ce ne soit pas seulement une Union européenne économique. Je pense notamment à nos amis grecs. Je sais qu'on partage un intérêt commun pour la Grèce. C'est juste absolument insupportable ce qui a été fait à la Grèce, qui a un problème de dette, c'était indéniable. Fallait-il pour autant mettre le peuple grec la tête dans le ruisseau? Et Alexis Tsipras ne parvient toujours pas à renégocier cette dette, entre les créances dues à cette dette avec l'Union européenne, sachant, alors là c'est le paradoxe le plus total, que le FMI est favorable à la renégociation. Bien sûr. Et pourtant, l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette question. D'ailleurs, je pense que c'est cette émission où je ne parlais plus de partenaires européens, mais de créanciers européens. Malheureusement, on est dans ce rapport. Caroline. Sur l'Europe politique, en fait, l'échec pas tant vraiment de l'Union européenne, c'est de ne pas avoir justement réussi à construire une Europe politique. L'Europe économique, elle se retrouve coincée entre les deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, et l'Europe sociale et l'Europe de la défense sont aussi complètement inexistantes.
Alors, la parole populiste, en Italie, on peut citer Beppe Grillo, par exemple. Bien sûr. Dans une, vraiment, avec des succès, d'ailleurs. avec des succès populaires, réellement. Dans une moindre mesure, si on se tourne du côté de l'Espagne, il y a Podemos, même si c'est beaucoup plus structuré intellectuellement et politiquement, où également, dans une moindre mesure, et qui est un peu le correspondant de Podemos, Syriza, en Grèce, est-ce que tout de même, selon vous, cela dit quelque chose, non pas d'une crise politique, mais également d'une crise de l'identité de l'Europe aujourd'hui? Moi, ça reste surtout une crise politique à mes yeux, parce que si on s'intéresse à chacun de ces pays, à chaque fois a été rayé de la carte, ou quasiment rayé de la carte, d'anciens partis qui tenaient lieu quasi de caste et qui tenaient ces pays depuis des décennies. Donc je continue quand même à avoir essentiellement une vue, moi je dirais politique sur ces situations, parce que je ne crois pas. Rappelez-vous, tiens, vous parliez de Syriza, Alexis Tsipras n'a jamais voulu que la Grèce sorte de l'Europe. Je ne crois pas qu'à Podemos, on veuille sortir de l'Europe. Donc je crois que cet idéal européen, il reste dans toutes les têtes, et je crois que c'est plutôt des gens qui veulent réformer l'Europe. Et vous avez raison concernant la Grèce, c'est essentiel de le dire, ils sont très attachés, les Grecs, à l'Europe, pour des raisons historiques, notamment dues à la Seconde Guerre mondiale, etc. Varoufakis, qui ex-ministre des Finances, éphémère ministre des Finances de la Grèce, le dit très bien dans ses différentes publications, notamment dans une publication entre les deux tours de l'élection présidentielle dans le journal Le Monde, où il explique pourquoi la Grèce doit continuer à être dans l'Europe et doit continuer à grandir avec l'Europe, évidemment, de son point de vue, pas cette Europe-là. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a aussi une crise de l'identité, de l'idéal européen, parce que quand vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que l'Europe, vous avez un florilège de réponses qui ne sont pas toujours articulées ou cohérentes entre elles. Et je pense que véritablement, il n'y a pas de définition ni de contour de ce qu'est l'Europe. Est-ce une Europe uniquement économique? Est-ce une Europe culturelle? Qu'est-ce que c'est finalement? Le mode est encore à définir. L'identité complètement. européenne Et en tout cas, ils ne se reconnaissent. L'idéal européen est encore à définir. Ils ne se reconnaissent pas dans la structuration des institutions européennes, ça c'est certain. Alors nous avons souvent évoqué la géopolitique en Méditerranée dans cette émission. Une autre personnalité, une autre journaliste nous a accompagnés durant toute l'année. Il s'agit de Thomas Brunel et il a un petit mot pour toute l'équipe de Pendant le 20h. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Donc ce que je retiens de cette année de Pendant le 20h, c'est d'abord la diversité des sujets, la richesse des sujets. Je crois qu'on a tout abordé, en tout cas on a essayé de tout aborder avec un peu de recul. On a essayé de faire passer des messages. Alors quels étaient ces messages? Moi pour ma part je parlais plutôt au niveau de la Méditerranée, au niveau de notre Mare Nostrum, avec nos voisins du Sud, nos voisins de l'Est et nos voisins de l'Ouest. C'était quoi mon message? Mon message c'était que si l'on se connaît mieux, eh bien, je crois qu'on va mieux s'apprécier et on va mieux vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est essentiel lorsqu'on en parle de géopolitique. Le gentleman de l'équipe. Le gentleman de l'équipe. Alors, on touche pratiquement à la fin de l'émission. Je vais vous demander ce qu'il vous a marqué comme événement en termes de géopolitique encore. C'est une séquence, un épisode géopolitique ce soir dans Pendant le 20h. Sandra, c'est à vous. J'y vais. Moi, tout d'abord, c'est la non-résolution de la crise des réfugiés. Ça me semble être le fait marquant. Ensuite, c'est le hiatus entre les positions américaines et les positions européennes sur ce sujet-là, mais aussi sur le sujet du climat. Ouais. Je pense qu'on va vers toute une série d'épisodes douloureux. Et pour finir sur une actualité récente, il faut se pencher de très près sur les prospections à venir d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. On a beaucoup parlé de la Méditerranée occidentale, mais nous sommes une mer fermée. Et il faut savoir que tout au long d'Israël, du Liban et de la Syrie, il y a un immense champ gazier qui va bientôt être mis en exploitation. Et ça, on ne pourra sans doute pas l'empêcher. Voilà. Caroline, alors je vais vous demander de faire à peine un peu plus court que Sandra. Pas de souci, pas de problème. Non, moi, ce n'est pas un fait en particulier, c'est une personnalité, c'est Vladimir Poutine, qui est juste fascinant, un super tsar, pas superstar, mais super tsar. On ne comprend pas trop son agenda de remise au goût du jour de l'Empire russe. La Russie est présente dans toutes les élections, les grandes démocraties occidentales. Voilà, on ne sait pas trop. Les pays de l'Europe de l'Est se tournent vers lui plutôt que vers l'Union européenne. Voilà, on ne sait pas trop... le positionnement de Vladimir Poutine. C'est ça. C'est avec vous. On va terminer sur cette question. Épineuse question. Épineuse question, oui. On a un monde qui ne va pas si bien que ça, et je vais continuer sur les personnalités comme ça qui ont du relief, disons-le comme ça. Moi, c'est Erdogan.
C'est Erdogan et c'est ce qui se passe en Turquie qui m'inquiète terriblement. On a parlé de populisme. C'est parti d'une démarche populiste en Turquie et on voit qu'aujourd'hui c'est le pouvoir d'un seul homme autocratique qui est en train de museler totalement son pays et toutes les expressions uniquement, évidemment, pour son intérêt immédiat. C'est un pays qui m'inquiète parce que c'est un pays formidable, la Turquie, et qui a une place importante. On ferme des universités, des journaux, des écoles en Turquie, c'est important de le signaler, c'est même essentiel, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu autour de ces questions, des enjeux géopolitiques en Méditerranée notamment. Demain, autre épisode spécial bilan de la saison avec des échanges, je vous l'ai dit au début de l'émission, autour de la communication politique, des stratégies de com. C'est une année très très riche en termes de politique. Nous en débattrons et nous essaierons de décrypter tout cela en compagnie d'esprit, j'allais dire de mais d'esprit critique très, très fin, très ciselé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h.